ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, dont nous avons le plaisir de recevoir ce matin Madame la ministre Amélie de Montchalin pour la première fois dans cet exercice un peu particulier qui est la présentation du projet de loi de finances de fin de gestion délibéré lundi en Conseil des ministres pour l'année 2025. Je rappelle que le projet de loi de finances de fin de gestion correspond à une catégorie de loi de finances entrée en vigueur en 2023 en application de la révision de la LOLF opérée en 2021. La loi de fin de gestion est ainsi un texte circonscrit qui procède uniquement aux ajustements de crédits indispensables à la fin de gestion de l'année. Elle ne peut donc notamment pas comporter de dispositions fiscales ou de dispositions affectant les dépenses budgétaires des années ultérieures. C'était avant cette modification de la LOLF, c'était possible. Alors que cette innovation venant remplacer les habituelles lois de finances rectificatives de fin d'année poursuivait un objectif de renforcement de la sincérité des lois de finances de l'année, il s'est trouvé que pour les 2 premiers exercices, l'exécution a été substantiellement différente de ce qui avait été prévu initialement. Cette année, il semble que dans les grandes lignes, mais vous allez nous le confirmer, le budget 2025 exécuté soit très proche de la prévision du début d'année, puisque le déficit public serait, comme prévu, de 5,4%. Cela signe, je l'espère, le retour à une forme de normalité de l'exécution budgétaire. Cela s'est fait au prix, il est vrai, encore une fois, d'importants efforts de régulation budgétaire infra-annuelle, dont un décret d'annulation du 25 avril qui a annulé près de 3,1 milliards d'euros. Mais on ne tutoie heureusement plus les sommets atteints par les 10 milliards d'euros du décret d'annulation du février 2024, qui d'ailleurs, par eux-mêmes d'ailleurs, ne suffisaient pas à régler le sujet. Selon l'avis du Haut Conseil des finances publiques, les prévisions de recettes, de dépenses et donc de soldes pour 2025 sont crédibles. Je cite, « Je rappelle toutefois qu'ils peuvent encore varier, faut-il le rappeler, jusqu'à mars 2026 et la publication définitive des comptes par l'INSEE. » Le Haut Conseil n'en souligne pas moins le besoin d'une stricte maîtrise en fin de gestion de la dépense pilotable et rappelle que la réduction du déficit public en 2025 de 0,4 points est finalement limitée, quoique déjà on l'apprend, mais elle est finalement limitée, d'autant qu'elle fait suite à une forte dégradation des comptes en 2023 et 2024. Madame la ministre, pouvons-nous donc considérer que ce cycle de 2 années de prévisions défaillantes et de dérive des comptes publics, dont nous continuons de payer le prix, est désormais derrière nous? Avant de vous céder la parole pour présenter ce projet de loi de fin de gestion et répondre à ces premières questions, je vous rappelle que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat, ainsi que sur les comptes du Sénat sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour que je puisse effectivement vous présenter ce projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025, qui est le dernier jalon dans l'exécution de la loi de finances de 2025 qui avait été adoptée le 14 février dernier. C'est un texte technique qui retrace les principaux événements survenus au cours de la gestion et qui propose d'ajuster la répartition de certains crédits pour répondre aux imprévus auxquels nous avons dû faire face, j'allais dire comme chaque année, et comme il est normal qu'il y ait des imprévus. Sinon, nous ne serions pas en train de gérer un pays, mais autre chose. Ce texte n'a pas d'autre objectif que de garantir précisément et en toute transparence la bonne exécution de la dépense. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes sur le chemin, et vu comme tel, notamment par le Haut Conseil aux finances publiques, de tenir l'objectif qui avait été fixé dans un cadre très particulier, celui d'une CMP conclusive, pour un texte budgétaire qui avait été sans aucun amendement et qui était devenu sans aucun amendement le budget de la nation. Ce texte ne contient aucune dépense ni aucune économie supplémentaire et il ne contient rien que vous ne connaissiez déjà. Vous dire juste qu'il y a eu une erreur dans un des tableaux non normatifs qui avait été artificiellement majoré puisqu'ils avaient intégré les crédits ouverts pendant la période de service voté et le rapporteur général et le président ont eu correction dès lundi soir, puisque effectivement ces crédits ouverts l'avaient été ouverts non pas parce que nous avions voulu dépenser plus, mais précisément parce qu'il avait été, c'était la méthode pendant les services votés. Donc je voulais vous signaler ce changement
Si certains voulaient se plonger dans ces tableaux, le rapporteur général et le président les ont à jour. Au fond, ce texte, avant de revenir sur sa genèse, porte 5 principales ouvertures de crédit qui sont pour nous essentielles à voir voter pour que nous puissions terminer l'année 2025 en honorant tous nos engagements. Une première ouverture concerne l'allocation aux adultes handicapés et à la prime d'activité, dont la dynamique est plus allante qu'anticipée. C'est une ouverture de 450 millions d'euros de crédit pour garantir leur bon versement en décembre. Une deuxième ouverture à hauteur de 119 millions d'euros vise à pérenniser et à maintenir les 203 000 places d'hébergement d'urgence et à les maintenir en fonctionnement d'ici à la fin de l'année. Une troisième ouverture à hauteur de 190 millions d'euros sur la mission sécurité vise à répondre aux besoins supplémentaires pour la protection des populations à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie et tenir compte également des incendies qui ont frappé notre pays cet été. Et par ailleurs, 45 millions d'euros sont aussi ouverts sur le programme des dit conditions de vie en Outre-mer pour faire face aux dépenses exceptionnelles à Mayotte suite au cyclone Chido et à La Réunion suite au cyclone Garance. Quatrième ouverture concerne la défense pour 349 millions d'euros pour financer les surcoûts dans un contexte opérationnel de tensions croissantes et également contribuer à l'accélération de l'effort de réarmement. Et la cinquième ouverture concerne les énergies renouvelables où nous devons 1,1 milliard de plus aux producteurs d'énergie renouvelable au titre des engagements. Ces ouvertures et de crédits sont gagées par des annulations sur la réserve de précaution qui, depuis cette année, vous le savez, vous m'avez auditionné 2 fois, monsieur le rapporteur général, à ce titre, est devenue une réelle réserve interministérielle. Les autres annulations prévues visent à ajuster les dépenses effectives et à ajuster les niveaux de trésorerie, notamment d'un certain nombre d'opérateurs. C'est le cas notamment pour France 2030, où nous annulons 1,6 milliard de crédits, ce qui ne veut pas dire que nous annulons 1,6 milliard d'actions, simplement que les opérateurs, en particulier la BPI et l'ADEME, qui opèrent France 2030, auraient fini l'année avec à peu près 5 milliards de trésorerie excédentaire. Avec l'annulation, elles vont finir l'année avec un peu plus de 3 milliards de trésorerie excédentaire. Il nous semblait que, vu la contrainte budgétaire qui est la nôtre, mieux piloter ces éléments de trésorerie était essentiel. Il n'y a donc aucune coupe dans les budgets des ministères, ni dans les prestations, et il s'agit plutôt de mettre en œuvre, vous le voyez, les principes de bonne gestion qui, à eux seuls, devraient nous permettre de tenir la cible de dépenses inscrite en LFI. Comme je le disais, comme l'a dit Monsieur le Président, nous sommes là pour faire respecter le compromis trouvé en février dernier. Le Haut Conseil aux finances publiques ne dit pas que nous sommes certains d'avoir un déficit à 5,4 points de PIB. Il dit que les risques sont centrés. C'est-à-dire que les aléas haussiers sont de même nature que les aléas baissiers. Globalement, si je le dis plus trivialement, on est entre 5,3 et 5,5, mais donc le 5,4 est centré. Et nous aurons, comme l'a dit Monsieur le Président, la finalité à la virgule près début 2026, au moment de la finalisation des comptes nationaux. Nous sommes donc à 5,4% de déficit. Je ne vais pas vous dire que c'est évidemment un bon résultat, mais c'est un meilleur résultat d'être là où nous voulions être que d'avoir un dérapage. Cela confirme que nous pouvons toujours atteindre 3% en 2029, avec des marches de baisse du déficit régulières et constantes. Mais cela témoigne surtout, et je voulais surtout m'attarder peut-être quelques minutes là-dessus, sur le fait que nous avons, pour tenir ces objectifs, développé une nouvelle méthode, celle d'une vigilance collective. Celle d'abord de nous assurer que le périmètre des dépenses de l'État est tenu, le total des dépenses des ministères, des prélèvements sur recettes pour l'Union européenne et les collectivités territoriales, dans son ensemble, sont exécutés à 300 millions d'euros près par de différence avec ce que vous aviez voté en février dernier. Dans le même temps, on a une économie qui est restée plus résiliente, notamment que celle de nos voisins, avec une meilleure performance de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés qui compense une moins bonne tendance de la TVA. Je pourrais y revenir en détail si vous le souhaitez. Et je crois qu'être capable de tenir un objectif de finances publiques après des années très compliquées est le signe que nous pouvons y arriver. Comme l'a rappelé le Premier ministre de nombreuses fois, le gouvernement propose, le Parlement vote et dispose, et ensuite le gouvernement doit appliquer strictement vos votes, vos décisions. Et je crois que ce que nous avons comme résultat, c'est aussi un gage de crédibilité pour nos partenaires européens et internationaux, pour nos créanciers, pour vous, parlementaires, et puis pour les Français qui souhaitent que les efforts payent. Après 2 ans marqués par des dérapages budgétaires, je crois, et nous étions venus ici en parler avec vous et Éric Lombard à l'époque, que changer de méthode était nécessaire,
que ce plan d'action pour les finances publiques en termes de nouvelles méthodologies d'échange, de comités d'alerte, de meilleures prévisions avec des cercles de prévisionnistes qui entourent et qui complètent les prévisions faites par les seuls ministères économiques et financiers, pour que nous partagions régulièrement, comme nous l'avons fait en avril et en juin, toutes les données disponibles sur la dépense et les recettes de l'État, des collectivités, de la sphère sociale, sont à mes yeux des éléments utiles pour que vous puissiez jouer pleinement votre rôle de contrôle du gouvernement et que nous, gouvernement, soyons aussi obligés, j'allais dire, de prendre les décisions qui s'imposent pour tenir les textes de finances. Et donc, je souhaite que ce qui a été mis en place en 2025 puisse perdurer en 2026, parce qu'il me semble qu'il y avait là quelque chose de plus profond et de plus utile qu'un seul élément de conjoncture. Je terminerai donc en vous disant que ce texte propose des ajustements d'une exécution qui a été conduite avec vigilance et anticipation. Je pense que ce résultat d'une exécution tenue est un préalable absolument essentiel au travail qui est fait actuellement à l'Assemblée et qui arrive dans quelques heures et quelques jours pour vous au Sénat, à savoir de trouver un nouveau compromis budgétaire qui permette de nouveau de réduire le déficit, de nouveau de le faire sur des bases de prévision les plus équilibrées possibles et de nouveau, pour vous, pour les Français, pour les créanciers, pour les observateurs, dire que la France est capable de tenir les objectifs qui sont fixés. Je pense qu'il y a là une étape démocratique et budgétaire tout à fait importante. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, pour cette présentation synthétique d'un projet de loi qui, vous l'avez dit, est essentiellement technique. Monsieur le rapporteur général. Merci d'abord, Madame la Ministre, de votre présentation qui est à la fois claire et bien structurée, mais on n'en attendait pas moins de votre part. Je note avec intérêt un nouvel élément de langage, la VC, la vigilance collective. Eh bien, je vous retournerai le compliment en vous proposant, et en tous les cas, c'est ce que fera le Sénat comme il en a l'habitude, la LE, c'est-à-dire la loyauté exigeante. Et vous avez évoqué les éléments, donc je vais y revenir très rapidement pour faire preuve, je l'espère, de la même capacité de synthèse. Nous avons, donc j'ai 4 questions et une observation-proposition. La première question tient à l'exécution et au déroulement, vous l'avez dit, de l'année 2025, puisque nous avons vécu le début de l'année sous le dispositif des régimes votés jusqu'à la Saint-Valentin. Et à cette époque, on a entendu finalement des points de vue divers. Soit ça allait coûter plus cher, soit au contraire, ça permettait de faire des économies. À ce jour, nous n'avons pas eu d'évaluation claire sur ce sujet de la part du gouvernement. Pouvez-vous donc dresser un bilan de cette situation et de l'impact entre les services votés et la CMP conclusive? Deuxièmement, sur la prévision du solde effectif, je note avec intérêt qu'elle resterait inchangée. Alors j'ai entendu la prévision ou l'objectif d'y centrer entre 2,3 et 2,5. 2,3, pardon. 5,3. Oui. Oui, si vous voulez, je me projette déjà à 2030. Voilà. Mais je note que la part du solde structurel et du solde conjoncturel n'est pas tout à fait celle qui était le point d'atterrissage initial, puisqu'au départ, le solde structurel était anticipé à moins 4,8 points de PIB potentiel. Et dans le PLFG, vous évoquez moins 5,1 en exécution. Et à l'inverse, le solde conjoncturel était anticipé à moins 0,6 points de PIB potentiel. Il serait finalement de moins 0,2. Donc, qu'est-ce qui explique la dégradation du solde structurel? Et alors, on avait entendu dans les auditions sur la dérive des comptes publics l'effet, entre guillemets, pas de bol. Est-ce que cette fois-ci, ce serait un coup de bol? Troisième sujet, sur les données trimestrielles publiées par l'INSEE sur l'acquis de croissance pour 2025. Il est d'ores et déjà estimé à plus 0,8 quand vous étiez à plus 0,7. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement le solde public pourrait ou devrait être meilleur que celui anticipé que nous venons d'évoquer, donc moins 5,4?
Et si ça n'était pas le cas, qu'est-ce qui vous incite à rester prudente? Parce que quand même 0,1 point, c'est 3 milliards, c'est pas tout à fait neutre. Dernier élément sur la prévision de TVA pour 2025, elle était en moins-value en septembre de moins 4,5 milliards. Il semblerait qu'une moins-value supplémentaire se profile de moins 0,5 milliards de plus dans ce PLFG. Quelles en sont les explications? Est-ce qu'il y a des effets de structure qui expliquent cette variation qui est une variation sensible? Enfin, je veux évoquer avec vous, parce que nous avons tenu ce matin un certain nombre de rapports de mission budgétaire, et puisque un PLF de fin de gestion sert aussi à quelques ajustements, je vais évoquer avec vous un sujet récurrent qui est notamment celui du problème de la sous-compensation des missions de service public de la Poste, dont nous avions eu à connaître dans le même exercice l'an dernier, où nous avions fait un premier effort, mais qui finalement ne suffit pas par rapport à la difficulté pour le groupe La Poste d'une sous-compensation à hauteur de 52 millions d'euros. Donc, vous savez, je vous ai sensibilisé il y a 3 jours sur le sujet, en souhaitant que ce sujet puisse être traité par voie d'amendement dans le projet de loi de fin de gestion, puisqu'il est un problème, j'ai envie de dire, il devient un marronnier. Donc, il faudrait qu'on puisse le traiter de la même manière, deuxième marronnier, que celui beaucoup moins coûteux pour les finances publiques, des 9 millions d'euros sur des pôles de compétitivité. Ils ont fait l'objet d'amendements que les rapporteurs ont retirés après que je leur ai donné les explications sur la démarche que j'avais entreprise à votre endroit pour essayer de trouver des solutions qui soient des solutions momentanément durables, mais qui doivent inviter, me semble-t-il, le gouvernement dans l'année prochaine à regarder de plus près ce sujet, qui est un sujet, je pense, majeur, notamment celui de la Poste. Madame la ministre, si vous voulez bien répondre d'abord au rapporteur général avant les questions de nos collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur général, beaucoup de sujets qui, je crois, tous, effectivement, méritent éclaircissement. Sur les services votés, on avait eu 5% de baisse des dépenses d'investissement et 5% également sur les dépenses de fonctionnement en janvier, février, mars. Néanmoins, beaucoup de ces dépenses d'investissement ont repris ensuite. Il n'y a pas eu d'effet... c'est pas le shutdown à l'américaine, vous voyez, et c'est pas le shutdown à l'américaine aussi pour une simple raison, c'est que en service voté en France, nous ne mettons pas en suspens les fonctionnaires et leur paye. Donc il est utile quand même que l'État puisse fonctionner. Moi, ce que je retiens, et on fera évidemment, c'est un très bon bilan à transmettre aussi au Parlement sur ce qu'on nous retenons de ces services votés, c'est que honnêtement, 4 à 6 semaines, on savait faire. Au-delà, vous l'avez vu pour les collectivités, vous l'avez vu pour les agriculteurs, vous l'avez vu pour beaucoup de dépenses aussi dans la sphère sociale. C'est quand même une gestion qui est une gestion qui ne peut, à mes yeux, n'être que temporaire, et parce qu'il y avait aussi la perspective, on espérait, d'un accord budgétaire. C'est pas un régime qui permet de faire en tant que tel des économies, parce que vous avez un certain nombre de dépenses contraintes, nos dépenses sociales, vous avez des dépenses contraintes de créanciers extérieurs, vous avez des dépenses contraintes de prélèvements sur recettes pour les collectivités, pour l'Union européenne, vous avez aussi beaucoup de transferts à garantir pour la sécurité sociale. Et donc on ne peut pas dire que les services votés, comme parfois j'entends dans Paris un certain nombre de personnes me dire oh, il vaudrait mieux que vous ne fassiez pas de budget, partez donc avec les services votés, vous ferez plein d'économies. C'est mal connaître et le fonctionnement de l'État et, je veux dire, les engagements intrinsèques à notre dépense publique. C'est à la fois rassurant, je pense, pour la démocratie, c'est bien le Parlement qui a la main sur les dépenses, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de solution magique pour réduire un déficit si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un budget. Donc on vous fera le compte-rendu complet, mais de facto, contrairement à ce que certains observent dans d'autres pays, ce régime-là n'est pas générateur massivement d'économies mécaniques. Sur les soldes conjoncturels et structurels, alors il faudrait qu'on reprenne avec vous peut-être les détails des moments où ces éléments ont été calculés, sachant qu'entre-temps, on a révisé la croissance et sachant qu'entre-temps, on a aussi révisé l'inflation. Donc, ce que je retiens, moi, c'est que structurellement, nous avons un déséquilibre entre nos dépenses et nos recettes. Et ce que je retiens, c'est qu'effectivement, la conjoncture a été un peu meilleure, finalement, en fin d'année
ou en milieu d'année que ce qui était initialement attendu, je vais y revenir. Mais l'enjeu quand même du déficit structurel, qu'il soit à 4,8 ou à 5,1, c'est que nous avons un enjeu de déséquilibre assez profond entre nos dépenses, et qui sont très dynamiques dans la sphère sociale, et nos recettes qui, elles, ne sont pas infiniment disponibles dans un pays qui a déjà un taux de prélèvement obligatoire qui est proche des 44% et un taux de recettes publiques qui est, lui, proche des 53% du PIB. Sur l'acquis de croissance et, au fond, pourquoi nous n'avons pas révisé à la baisse notre déficit, sachant qu'il y a eu effectivement une croissance meilleure qu'attendue au troisième trimestre. Bon, la première chose, c'est que oui, la croissance est un peu meilleure, mais l'inflation est un peu plus basse. Et donc, vous savez que pour les recettes, ce qui compte, c'est la double conjonction de la croissance et de l'inflation. Donc, c'est un peu haussier sur la croissance et c'est clairement un peu baissier sur l'inflation qui est revenue à 1% en octobre, ce qui fait qu'on est quand même dans les étiages très bas de nos prévisions. La deuxième chose, c'est que nous avons des aléas haussiers, des aléas baissiers. TVA, je vais y revenir, on reste dans une zone de prudence. Et donc, l'effet mécanique de la croissance, qui d'habitude se répercute en TVA, est moins probable dans, je vais y venir, ce régime de fiscalité de la consommation indirecte. Donc c'est pour ça que, et d'ailleurs le Haut Conseil aux finances publiques, qui a quand même bien regardé les chiffres dans tous les sens, considère que ce que nous présentons est centré. Ça ne veut pas dire que c'est 5,4 garantis et que je signe un contrat avec vous sur ce plan. C'est-à-dire nous gérons au mieux et nous restons les plus sérieux sur la bonne exécution. Peut-être aurons-nous des bonnes nouvelles. Je vous rappelle que chaque année, il y a aussi une autre sphère d'incertitude qui est toujours assez mal estimée et qui peut faire varier les choses de manière importante. C'est du côté des URSSAF, les paiements des cotisations, notamment par les indépendants, qui, comme vous le savez, ont une latitude d'ajustement de leurs paiements sur plusieurs mois. Et donc, il suffit que X% décide de décaler un peu et payer plutôt, vous voyez, en février qu'en décembre. Et vous avez très vite 2 à 3 milliards qui peuvent bouger dans un sens ou l'autre. Donc, je préfère qu'on en reste à ce que le Haut Conseil considère aujourd'hui comme une prévision centrée et qu'on ne prenne pas les gains mécaniques, parce que j'y viens, il y a le sujet TVA. Bon, vous savez qu'en 2023 et 2024, on a eu une très forte chute de l'élasticité entre le PIB et les recettes fiscales, qui s'est vue sur l'impôt sur les sociétés et qui s'est aussi vue sur la TVA, dans un monde où ces 2 années-là ont été particulièrement marquées par les effets et le contre-coup d'une très forte inflation, puis une très forte déflation. Enfin, en tout cas, désinflation plutôt, parce qu'il n'y a pas eu de baisse des prix, mais il y a eu un très fort ralentissement de la hausse des prix. En 2025, sur l'impôt sur les sociétés et sur l'impôt sur le revenu, nous avons un peu mieux que ce que nous avions anticipé. Sur la TVA, je dois le dire, la situation est préoccupante. Elle est préoccupante parce que nous avons une base taxable qui a augmenté de 1,7%. La consommation en valeur a augmenté de 1,6%. Et le PIB a lui augmenté de 2,3%. Je parle en valeur, parce que ça, à la fin, on regarde les impôts en valeur. Mais quand vous avez une base taxable qui augmente de 1,7% et que vous avez un impôt qui, lui, n'est pas en hausse de 1,7%, c'est que vous avez un enjeu de transition entre la base taxable et l'impôt. Donc j'ai lancé une mission très sérieuse pour qu'on comprenne, avec l'IGF, avec l'INSEE, avec la DGE, avec tous les services de Bercy, pourquoi on avait cette cassure entre la base taxable et l'impôt. Et il me semble, et c'est les pistes sur lesquelles les équipes travaillent, l'enjeu des petits colis n'est pas du tout anecdotique. Je rappelle qu'il y a une sous-valorisation massive de ces colis qui entrent dans notre pays, que c'est devenu une part assez importante de la consommation. On le voit d'ailleurs dans la dynamique du commerce de proximité. Et cette sous-déclaration amène ensuite à une sous-déclaration de la TVA. Par ailleurs, dans ces flux qui sont exonérés de droits de douane parce que dits inférieurs à 150 €, se cachent beaucoup de flux qui sont en fait des flux d'importation. Vous avez vu avec le ministre Papin, nous étions à Roissy. Quand vous ouvrez les colis, d'ailleurs c'est assez instructif, vous voyez que sont envoyées des quantités bien supérieures à un usage personnel. C'est donc bien un flux d'importation. Et quand vous faites la somme de la valeur des peut-être 10 colis envoyés séparément, vous êtes au-dessus des 150 €. Donc ça nécessiterait des droits de douane. Et surtout, c'est un régime d'importation commerciale, pas un régime de consommation personnelle. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, il semble quand même qu'il y ait un décalage très grand maintenant dans certains domaines entre la consommation et la déclaration de TVA. Donc je parle de fraude, je parle d'économie et de travail dissimulé qui créent du PIB,
qui crée des revenus, mais qui ne crée pas de TVA. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Et troisième enjeu, c'est la boucle de TVA elle-même, d'où la réforme de facturation électronique qui est essentielle à mettre en œuvre pour que, pour la partie franco-française de l'activité, nous allions faire pour les entreprises ce que nous avions fait pour le prélèvement à la source, c'est la prédéclaration de TVA. La prédéclaration de TVA, ça fait moins de charges pour les entreprises parce que c'est pré-rempli, mais ça fait aussi plus de rentrées fiscales parce que ça fait aussi moins d'erreurs ou de fraudes. Enfin, sur vos questions, monsieur le rapporteur général, sur la Poste et pôle de compétitivité. Les sujets sont un peu différents. Ce que vous proposez au fond pour la Poste, c'est de potentiellement anticiper un décalage dans le budget 2026 qui semble à de nombreux sénateurs, je comprends, inférieur aux besoins. Bon, sachant que vous savez qu'il y a quand même l'objectif d'une nouvelle négociation, d'un nouveau contrat triennal de présence postale et autres. Bon, donc là, vous voudriez anticiper au fond un versement en 2025 à la Poste au titre de dépenses pour 2026. Pour les pôles de compétitivité, là, pour le coup, c'est plutôt d'organiser un report. C'est-à-dire qu'on ouvrira des crédits en 2025 qui seraient reportés en 2026. C'est ce que je comprends que vous voudriez potentiellement proposer. Bon, par définition, vous êtes souverain. Je dois dire que je préfère méthodiquement ou en méthode qu'on gère 2026 dans les budgets de 2026. Mais si tel est le choix du Sénat, eh bien, évidemment, le gouvernement s'y conformera. Et si c'est un élément, je veux dire, de travail collectif et consensuel de votre part, par définition, et d'ailleurs par définition de toute façon, nous accompagnerons cette décision. Merci. Merci, Madame la Ministre. Alors, Dominique Delège, puis Isabelle Briquet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué le budget de la Défense et l'ouverture de 349 millions de crédits de paiement. Pour la totale information du Parlement, je pense qu'il faut mettre en face les 188 millions de crédits qui ont été annulés, ce qui fait un solde de 121 et pas de 349 en première lecture. Mais ma question est la suivante. Comment inscrivez-vous cette évolution des crédits de paiement dans le contexte plus large de la fin de gestion? Je veux évoquer ici le 1,8 milliard de crédits gelés, le milliard de surcoûts engagés sur le flanc Est et les 8 milliards de report de charges. Autrement dit, comment comptez-vous limiter le report de charges sans dégeler les crédits actuellement gelés et sans assurer le financement à la bonne hauteur des surcoûts engagés? Merci. Merci Dominique. Isabelle Briquet, puis Christine Lavarde. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 confirme effectivement la dérive préoccupante de notre dette publique, avec un ratio qui atteindra 116% du PIB et une charge d'intérêt de 65 milliards d'euros. La France bat un record historique sans choc exceptionnel pour le justifier. Le Haut Conseil des finances publiques souligne d'ailleurs que le déficit est désormais entièrement structurel, vous l'avez rappelé vous-même. Autrement dit, même en cas de reprise, la situation ne s'améliorerait pas spontanément. Depuis 2017, la trajectoire de dette résulte pour une part quand même de choix fiscaux pérennes, suppression de l'ISF, de la CVAE, de la taxe d'habitation, réduction de l'impôt sur les sociétés. Au total, ce sont plus de 60 milliards de recettes qui ont été durablement effacées sans que l'investissement productif ou industriel n'en tire bénéfice. La politique économique actuelle semble donc piégée entre deux impasses. Le déni qui consiste à poursuivre une politique de l'offre défaillante et l'austérité qui consisterait à couper dans la dépense sans discernement. J'aimerais donc vous poser deux questions. Comment le gouvernement entend-il rendre soutenable la trajectoire de dette sans revenir au moins partiellement sur ce désarmement fiscal? Et d'autre part, vous insistez beaucoup sur la nécessité de maîtriser la dépense publique. On peut partager, bien entendu. Mais quel dispositif concret le gouvernement compte-t-il mettre en place pour évaluer l'efficacité de la dépense au-delà de la simple logique comptable? Je vous remercie. Merci Isabelle. Donc, Christine Lavarde, puis Grégory Blanc.
Oui, merci, Monsieur le Président. Une première remarque qui ne va pas vous étonner, mais j'ai de nouveau été regarder la maquette de l'article liminaire et de nouveau, les données ne figurent qu'en pourcentage et pas en valeur absolue. C'est dommage parce que voilà, je maintiens que le français ne raisonne pas en point de PIB, mais c'est bien d'avoir l'ordre de grandeur, surtout quand on parle de milliards. Ma deuxième réflexion concerne les CCI. Puisque donc là, dans le PLFG, on vient leur retirer 30 millions d'euros. Dans le projet de loi de finances pour 2026, il y a de nouveau une ponction de 175 millions qui est opérée. J'ai fait un petit calcul. Dans le PLF 2026, 43% des taxes pour frais de chambre consulaire qui sont payés par les entreprises sont captées par le budget général de l'État. Donc j'avoue que j'ai une difficulté à comprendre. Si on estime, et c'est ce que vous dites, là je lis l'exposé des motifs du PLF, ce PLF propose également un recentrage des aides de l'État aux entreprises pour une économie. Ces mesures doivent permettre d'amorcer et d'accompagner une réflexion sur les modèles économiques des entités concernées. Donc si vous estimez que ces structures n'ont pas besoin d'autant d'argent pour fonctionner, diminuons à ce moment-là les taxes qui pèsent sur les entreprises. Parce que là, on paye une taxe pour frais de chambre consulaire qui finance en fait le budget général. Donc c'était pour vous interroger sur la vision que vous avez des chambres consulaires, puisque là, vous leur en retirez 30, alors même, et je parle sous l'égide de mon voisin, que j'ai cru comprendre que la CCI de l'Essonne est dans une situation difficile. Pas que, mais en tout cas, on m'a donné cet exemple. Donc ça veut dire que comment les CCI vont faire avec 30 millions de moins qu'on leur retire là tout de suite pour déjà boucler le budget 2025 ? Sachant que je suis d'accord avec vous, il faut certainement réfléchir au modèle, mais ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Il y a quand même pas mal d'emplois dans ces structures. Merci Christine. Grégory Blanc, puis Pascal Savoldelli. Merci Monsieur le Président. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on y reviendra sans doute en séance. Peut-être d'abord une remarque qui est que, et on le voit bien à travers les chiffres qui ont été présentés, si on n'avait pas eu les tergiversations politiques et qu'on aurait eu une croissance supplémentaire, on aurait sans doute été au-delà de la prévision de 0,9 faite l'année dernière. Et on s'aperçoit bien que là, on va être en deçà, ce qui conduit, et c'est ma deuxième remarque, ou plutôt question, vous avez évoqué qu'il n'y avait pas d'annulation de crédit. Je reprends vos mots. Hein. Tout à l'heure, vous aviez évoqué qu'il n'y avait pas d'annulation de crédit. Moi, je voulais juste comprendre, parce que ce que j'ai lu, c'est moins 4,2 milliards et plus 3 milliards. Alors moi, je ne suis peut-être pas très fort en maths, mais moins 4,2 et plus 3, à ma connaissance, ça ne fait pas 0. Donc je voulais savoir à un moment donné comment les choses pouvaient être comprises, parce que j'ai du mal à les comprendre. Ça, c'était le premier point. Est-ce qu'il y a bien des annulations de crédit ou pas ? Troisième point, justement en matière d'annulation de crédit, sur le ministère du Travail, il y a 800 millions d'euros de coupes. Vous en avez peu parlé. Je voulais savoir comment elles étaient organisées, comment elles étaient distribuées, ces coupes supplémentaires. Et puis quatrième et dernier point, vous avez peu parlé des collectivités locales. Or, il semble, à la lecture des éléments, qu'elles ont fortement contribué, j'allais dire, à amoindrir la dégradation de la situation sur l'ensemble de l'équipe 2025, avec une situation meilleure pour les collectivités que ce qui était initialement prévu. Ceci étant, au sein des collectivités, il y a sans doute celles qui vont un peu mieux, sans doute celles qui ont moins investi parce qu'il y a eu moins de subventions, mais il y a aussi celles qui vont moins bien. Je pense principalement aux départements. Comme on examine le PLFG et que l'année dernière, il y avait eu un certain nombre de dispositifs ou de dispositions qui avaient été prises pour soulager les finances des départements, je voulais savoir comment vous alliez œuvrer, comment vous comptiez œuvrer pour mieux soutenir les départements et notamment éviter pour un certain nombre de tomber en épargne négative, ce qui leur permettrait effectivement d'un peu mieux investir en recourant à l'emprunt sur 2026 et tenir leur trajectoire pluriannuelle d'investissement. Merci. Merci Grégory. Pascal Savoldelli, puis Olivier Paccaud. Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre. Une question et une observation. Il y a des annulations de crédit, des ajustements.
Je regarde, moi, par exemple, j'ai la mission remboursement dégrèvement. J'ai vu que vous avez enlevé 3 milliards d'impôts d'État suite aux dernières prévisions de recettes. Donc, c'est peut-être ce que vous avez évoqué sur la TVA. Vous voyez, on n'est pas sur l'argent de poche, là. Moi, je vous repose cette question. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un PLFR, un projet de loi de finances rectificative en 2004, plutôt que d'apprendre par la presse, et non pas au Parlement ici, des notes confidentielles entre Bercy et l'Élysée? Donc, quand on dit qu'il faut avoir un comportement, autre comportement, une autre méthode, une autre façon de pratiquer le compromis, faut-il avoir l'éthique du respect des deux chambres, aussi bien du Sénat que de l'Assemblée? Ça, c'est dit. La deuxième chose, c'est vous avez tout à fait raison, et je ne vous en incrimine pas, il ne manquerait plus que ça, puisqu'on est sur un principe de bonne gestion, mais là, je m'adresse à plutôt mes collègues de la majorité sénatoriale, quoi, mais aussi au gouvernement. C'est-à-dire que, voilà, vous nous dites à juste titre, et ce n'est pas contestable. Ça, alors là, franchement, pas la peine de mettre des fausses polémiques. Le document et le travail qui nous est proposé est issu d'une commission mixte paritaire conclusive. Sauf que moi, je le rappelle aussi à mes collègues, et je vous le dis aussi à vous, Madame la Ministre, et que quand on nous dit qu'il faut trouver des compromis, des nouvelles majorités dans tout le processus parlementaire, j'observe, peut-être pas vous, mais peut-être vous aussi, ce qu'on appelle des votes erratiques pour l'instant à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que je vois des votes de la plus grande errance ou d'une certaine forme d'instabilité. Voilà. Et c'est conclu une commission mixte paritaire. Vous avez raison. Mais moi, je le redis ici. On ne peut pas avoir un processus de compromis de septembre à décembre quand, à la fin, il y a une instance qui décide où des groupes représentés aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat n'ont pas de titulaire. C'est-à-dire que, vous voyez, la notion, je vous dis ça, c'est un exercice politique, hein, donc vous le verrez, je le redirai en séance, mais vous voyez, il y a un malaise, mes chers collègues. C'est qu'on ne peut pas dire qu'il va y avoir des compromis dans le processus parlementaire, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Et puis, vous voyez, quand là, ça va être conclu, bon, là, on va être sérieux, responsable. Donc, on écarte des groupes ayant une représentation aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Et excusez-moi, il s'agit du groupe communiste et des écologistes, qui sont privés de titulaires. Donc, ils ont le droit de chercher le compromis pendant 2 mois, vous voyez, d'avoir peut-être des votes instables ou erratiques, mais à la fin, de toute façon, ils ne sont pas dans la cour de la décision. Donc, voilà, ce compte de fin de gestion, il est aussi le reflet de ça. Je vous dis ça, voilà. Je pense que c'est un petit problème de la démocratie représentative. Donc, ce n'est pas une question, j'en ai bien conscience. Merci Pascal pour cette non-question. Olivier Paccaud. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, alors permettez-moi une question, il ne faut pas y voir de malice, mais un petit peu sémantique. Vous avez beaucoup insisté dans votre propos liminaire sur votre changement de méthode. L'ami Salvodelli en a parlé un petit peu. Changement de méthode, principe de bonne gestion, je reprends vos mots, vigilance collective à laquelle a répondu le rapporteur général par une loyauté exigeante. Alors, il est un grand connaisseur de la langue de Bercy, Jean-François Husson. Et nous avons appris à la connaître avec certains de vos prédécesseurs. Et alors, on avait découvert, il y a un petit peu plus d'1 an, un mot, un ONI, c'est-à-dire un objet économique non identifié, c'était la perfect storm. Ça vous dit quelque chose, hein? C'était ce qu'avait inventé un certain Bruno Le Maire pour justifier un dérapage totalement abracadabrantesque des comptes. Alors, ma question, elle est un tout petit peu provocatrice, mais avec vos nouvelles méthodes, peut-on effectivement ne plus craindre qu'une perfect storm s'abatte sur la France? Merci Olivier. Alors, je n'avais pas prévu de question, Madame la Ministre, mais finalement, Christine Lavarde ayant touché le sujet, j'y reviens d'un mot sur effectivement ce qui est en train de se passer sur les chambres de commerce et le plafond d'affectation des taxes aux chambres de commerce. Alors, je voudrais juste dire que évidemment, les chambres de commerce, on les suit depuis longtemps et on a vu que depuis plus de dizaine d'années, hein, c'est quand même très ancien, il y a une perception des taxes à des niveaux et une baisse
des coûts finalement pour les chambres de l'ordre de 60%, donc sur la longue durée. Hein. Donc c'est tout à fait significatif. Mais au-delà de ça, je voudrais revenir sur les sujets qui sont un peu gênants dans ce PLFG sur deux angles. On peut revenir sur le rôle des chambres, en discuter. Voilà, ça, le débat, il est permanent, comme sur tous les acteurs publics d'une certaine façon. Mais ce qui est un peu gênant dans le système, là, c'est finalement qu'il y a eu, vous le savez, une négociation entre le ministère et les chambres de commerce pour définir finalement une façon de traiter la baisse et l'augmentation des prélèvements qui se faisaient sur 4 ans, effectivement, ou même peut-être même sur 5, mais en tout cas sur une base qui était d'avoir finalement d'un côté, on a eu 40, et puis ensuite 20, 3 fois, ce qui effectivement arrive à peu près à 100 millions d'euros. C'était l'accord qui était officialisé. Et d'abord, moi je trouve que de manière générale, quand on passe un accord récent, je veux dire, c'est 2024, quand on passe un accord récent avec l'Assemblée des chambres de commerce, bon, il me semble que l'intérêt bien compris de tout le monde, c'est de le respecter. Premier sujet, parce que ça met toujours, on se dit, mais alors, à quoi ça sert de discuter, à quoi ça sert de négocier si à la sortie, dès la première année, ou la deuxième du moins, on met ça en difficulté. Deuxième sujet, de même nature, c'est que ça pose le problème, encore une fois, du rôle du Parlement, parce que, je vous rappelle, mais vous le savez, que lorsque on était sur le PLF 2025, il y avait eu une première tentative, si je puis dire, de votre ministère pour revenir sur cet accord et pour ramener de 20 à 40 milliards le montant prélevé. Et le Parlement s'y est opposé. C'est-à-dire que dans la CMP, alors on s'y est opposé ici, au Sénat, et dans la CMP, ça a été maintenu, et on est revenu finalement sur ce qu'était l'accord. On n'a pas dit on revient à zéro, on a dit on revient à l'accord, c'est-à-dire à 20 milliards d'euros prélevés. 20 millions, oui, pas milliards. À force d'être avec ces gouvernements, c'est vrai qu'on manie plus le milliard maintenant que le million. Donc on va essayer de revenir au million, effectivement. C'est un effort. 20 millions. Et là, vous voyez, donc ça a été voté par le Parlement, c'est issu de la commission mixte paritaire, on en parlait tout à l'heure, très bien. Et là, dans le PLFG, on revient encore une fois et on vous dit non, mais pas 40, mais on en rajoute 30. On remet 30 de plus, alors qu'on avait, sur le PLF, c'était 20 de plus par rapport à l'accord. 20 plus 20, 40. Là, c'est maintenant 20 plus 30, 50. C'est-à-dire que non seulement on revient sur l'accord qui a été trouvé au Parlement, mais en plus qu'on aggrave les choses. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire tout simplement que ça irrite. C'est le moins qu'on puisse dire, ça va nous irriter. Troisième sujet qu'a posé à juste titre Christine Lavarde, c'est que ce n'est pas de l'argent de l'État. Hein. Bon, c'est souvent le cas sur mais là, c'est l'argent des entreprises qui cotisent à travers 2 taxes pour les chambres de commerce. Et donc, si à un moment donné, il doit y avoir une diminution du service, diminution, ça ne doit pas être par une récupération par l'État de certains montants, mais ça doit être par une diminution des taxes. Il y a quelque chose de cette nature-là, surtout qu'en même temps, on nous parle de la CVAE qu'il faut baisser, donc du soutien aux entreprises, etc. Il y a quelque chose d'un peu incohérent là-dedans. Alors, on n'est pas sur des montants très élevés. Moi, j'aurais tendance à suggérer, Madame la Ministre, qu'on puisse revenir sur cette question, voilà, et revenir à une table de négociation, s'il faut le faire, avec les chambres de commerce. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de nouvel accord, qu'on en reste à l'accord tel qu'il a été, à moins que vous me disiez qu'il a été dénoncé entre-temps, mais je ne le crois pas. Et en tout cas, là, c'est une forme de dénonciation implicite, si je puis dire. Voilà, Madame la Ministre, vous avez donc une série de questions. Merci beaucoup pour vos questions, auxquelles je vais essayer de répondre toujours avec précision et synthèse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments peut-être plus précis qu'il faudra qu'on regarde ensemble ensuite. D'abord, en commençant par la question sur la mission défense, puisque je vais répondre plutôt dans l'ordre de vos questions.
bon, il faut quand même avoir en tête que nous allons ouvrir, monsieur le sénateur, toute la réserve. Donc dégeler toute la réserve. C'est 1,7 milliard d'euros qui vont être mis à disposition des programmes, notamment pour financer tout ce qui est déjà prévu. Ce qui veut dire donc que l'ouverture dont je parle, nette des annulations dont vous parlez, il faut quand même le voir dans son ensemble. C'est donc au total, en intégrant la consommation des reports entrants aussi qui s'ajoutent à ce que je vous dis là, c'est bien 1 milliard en plus des ressources de la LFI qui sont apportées aux Minarmes en gestion 2025. Je pense qu'il vaut mieux qu'on parle comme ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils de gestion qui se cumulent. Il y avait les reports entrants, il y avait le dégel de la réserve, il y a l'ouverture des crédits et il y a effectivement une petite annulation sur, si on regarde le détail, sont sur des montants extrêmement marginaux par rapport aux enveloppes générales. Donc je pense qu'on peut dire quand même que notre pays soutient, continue de soutenir et je veux dire, abonde très largement les crédits. Vous parlez des enjeux de report et de reste à payer. C'est également pour cela qu'il a été décidé d'un abondement et d'une surmarche pour accélérer le déploiement des efforts de réarmement, en ayant quand même une forme de soutenabilité budgétaire accrue, et donc ne pas simplement passer des commandes et se dire qu'un jour, le budget pourvoira. C'est aussi une manière d'anticiper et d'acter par sincérité les besoins effectifs. Deuxième question, Madame la sénatrice Briquet, bon, vous parlez de désarmement fiscal. Je crois qu'il faut qu'on soit prudent avec cette lecture des choses. Si vous regardez en taux de prélèvement obligatoire, nous sommes en 2025 à 43,6% de prélèvement obligatoire, à comparer avec 44% du PIB en 2019. Donc, ce qui s'est passé, et que voilà, alors je ne vais pas parler de perfect storm, mais je ne vais pas rentrer dans les polémiques, c'est qu'il y a quand même eu une très forte chute du taux de prélèvement obligatoire en 2023 et 2024, qui a touché des plus bas historiques, non pas parce qu'il y a eu des décisions sur les impôts, mais parce qu'on a eu cette élasticité cassée entre le PIB et les recettes. Et c'est pour ça que vous avez fait des commissions d'enquête, c'est pour ça que vous avez... Bon. Et ça, c'est à la fois une erreur de prévision, mais c'est aussi un phénomène économique très inédit, parce que les élasticités qu'on a vues à 0,4, 0,5, 0,6 selon les impôts est particulièrement inédit et qui d'ailleurs a été le cas dans d'autres pays européens qui ont aussi vu leur élasticité fiscale baisser. Maintenant, si je regarde les recettes fiscales et non fiscales, on est à 53% de notre PIB de recettes fiscales et non fiscales. 53% de notre PIB. Donc j'entends qu'on a perdu des recettes. Je ne crois pas que ça se corresponde totalement. Si on fait pré-Covid, on était à moins de 3% de déficit, la sécurité sociale était à l'équilibre, notre taux de prélèvement obligatoire était à 44% du PIB. Aujourd'hui, on est à 5,4% de déficit, et notre taux de prélèvement obligatoire est à 43,6%. Je veux bien qu'on travaille sur les 0,4. D'ailleurs, le PLF 2026 proposait de revenir à 43,9. On va arrondir à 44. Mais vous voyez bien que dans un cas, il y avait moins de 3% de déficit. Aujourd'hui, il y a 5,4. Donc, j'entends ce qu'on dit sur les recettes, mais si je prends le dernier moment où la France était sous 3%, 2019, bah, notre taux de prélèvement obligatoire, il était là où on propose de le mettre en 2026. Donc, il faut qu'on ait quand même collectivement cette vision-là. Sinon, on arrive à tirer des conséquences en disant ce qui nous manque, c'est des recettes. Dans le PLF 26, on remet le taux de prélèvement obligatoire à son niveau 2019. Bon, je sens, mesdames et messieurs les sénatrices, que vous voudrez en discuter plus longuement pour 2026. Voilà, mais pour 2025, il vaut mieux être en pleine forme pour aborder la saison budgétaire. Je suis d'accord avec cette affirmation. Je me l'applique à moi-même aussi. Il vaut mieux être en forme. Donc voilà, en tout cas, pour les éléments. Ensuite, il y a un élément qui est la TVA, où effectivement, je l'ai dit, je l'ai expliqué, on a un élément différent des autres impôts. C'est qu'à base taxable dynamique, on n'a pas les recettes fiscales dynamiques. Et donc ça, c'est un élément qu'il faut qu'on creuse et qu'on améliore. Madame Lavarde, sur la maquette, on va vous envoyer les tableaux en milliards. Voilà. J'ai eu une très longue audition à l'Assemblée juste avant. Je pense qu'il y a 2 éléments à améliorer dans la maquette. Je vous le dis. J'adorerais pouvoir être avec vous et si vous le proposiez entre le Sénat et l'Assemblée. C'est effectivement, les maquettes que vous demandez qui me semblent être totalement légitimes et qui seraient plus compréhensibles. Et 2, on a eu une longue discussion à l'Assemblée il y a quelques heures sur les enjeux des transferts.
Je le redis pour vous tous, le déficit de 4,5%, de 4,7% proposé par l'État, par le gouvernement, se décline aujourd'hui d'après les maquettes de comptabilité nationale. 4,5 pour l'État, 0,3 pour les collectivités et excédent de 0,2 points de PIB pour la sécurité sociale élargie. Ça, c'est la comptabilité nationale. Si maintenant je vous dis où est la dépense effective, le déficit de 4,7, c'est 1,6 État, 0,9 collectivité, 2,2 sécurité sociale. Et donc je pense que si vous refaites une proposition de loi organique pour réformer les maquettes et les éléments qui vous sont donnés pour que les débats se fondent sur la réalité et un peu moins sur des normes comptables qui honnêtement rendent tout ça assez illisible, les amendements de Mme Lavarde, je trouve, sont d'un très bon point de départ et le sujet des transferts est décisif. On arrête de penser que le sujet c'est l'État. Si vous regardez en cumul, fin 2023, fin 2025, l'État plus la charge de la dette, plus les prélèvements sur recettes de l'Union européenne, moins 0,1% en volume de dépenses. Les collectivités, plus 3,1%, la sphère sociale, plus 5,5%. Donc ce n'est pas un jugement. Je ne dis pas qui se gère mieux ou pas. Mais on ne peut pas, si on n'a pas ces éléments-là dans le débat, en tirer les bonnes conclusions. Et du coup, on fait des erreurs collectivement. Parce qu'on regarde, par exemple, le train de vie de l'État. Et le train de vie de l'État, plus la charge de la dette, plus la charge d'intérêt, ça fait moins 0,1% en volume. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une approche, à mon avis, plus objective, plus factuelle, et qu'ensuite chacun en tire les conséquences politiques. Bon, sur les chambres de commerce, parce que j'ai été interrogé longuement. Il y a l'accord, il y avait la proposition, il y a eu les allers-retours. Bon, il se trouve que je ne suis pas la gestionnaire de ce programme, et donc je suis la ministre des Comptes publics, donc j'assume par solidarité l'ensemble des étapes. Et je dois dire que je comprends que ça mette quand même beaucoup d'acteurs dans une forme de perplexité. Le deuxième élément que je veux quand même partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, la trésorerie, à la fin de l'année 2024, cumulée de toutes les chambres de commerce en France, c'est 871 millions d'euros. Donc on peut se dire, si on regarde la trésorerie sur les crédits budgétaires, que 30 millions d'euros, quand on a 871 millions d'euros de trésorerie il y a 9 mois, ça doit pouvoir être absorbable. Le problème, c'est que cette trésorerie n'est pas équitablement répartie. Et on en revient à ce qui quand même alimente les débats sur les chambres de commerce depuis que j'étais même, vous voyez, jeune député en 2000 au PLF 18, c'est les enjeux de mutualisation, de mise en réseau, de régionalisation. Bon, parce que vous avez des départements très dynamiques et qui ont des chambres de commerce, qui ont beaucoup de trésorerie et qui ont beaucoup d'activités, qui ont beaucoup de ressources propres, et puis vous en avez d'autres dans des territoires en déprise ou moins, voilà, qui eux se retrouvent dans de très grandes difficultés. Le problème, c'est qu'on utilise toujours ceux qui sont en difficulté pour justifier des mesures qui s'appliquent à tous. Et on arrive à des choses qui sont un peu parfois compliquées. Deuxième élément de la réflexion, 60% des entreprises aujourd'hui payent des frais de chambre, et pour la chambre des métiers, et pour la chambre de commerce. Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'à la fin, ce qu'il faut, c'est qu'on réduise les prélèvements obligatoires. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chambres ont de plus en plus de ressources propres, ce qui est une bonne nouvelle. Et effectivement, il faut qu'il y ait une contrepartie. Sinon, effectivement, c'est pas honnête, j'allais dire, vis-à-vis des entreprises. On voit bien que le rapprochement chambre des métiers et chambre de commerce, il est nécessaire parce que, je le redis, 60% des entreprises cotisent dans les deux réseaux. Et je ne suis pas sûre qu'elles utilisent tout en double. Et je pense que d'ailleurs, c'est assez injuste d'une certaine manière d'avoir ce système. Et puis, on a eu un travail, Madame Lavarde, votre rapport y a contribué aussi, pour refaire un peu la cartographie de qui fait quoi. Aujourd'hui, les chambres de commerce font du soutien au développement commercial et des filières, notamment... c'est des choses qui sont déjà réalisées, notamment par BPI France, dans certains domaines. Les chambres de commerce font des aides à l'internationalisation, à l'export, ce que fait aussi Business France. On a des aides à la transition écologique aux entreprises, ce que fait aussi l'ADEME. Et puis, on a un accompagnement, notamment, qui s'est largement fait souvent par les régions et les agences. Ça ne veut pas dire que je dis il faut que les CCI arrêtent de le faire, mais à un moment donné, si on fait et dans les CCI, et chez BPI, chez Business France, à l'ADEME et dans les régions, il y a un moment donné, on a quand même une multiplication des outils. Est-ce qu'à la fin, les entreprises les utilisent complètement efficacement? Est-ce que c'est complètement adapté? C'est quand même des questions qu'il faut qu'on se pose. Donc là, j'ai fait un point de vue plus systémique que la seule question du PLFG. Les ministres Lescure et Papin, mes collègues, vont continuer évidemment d'avoir des échanges avec les CCI. Mais vous voyez que le point de départ, c'est quand même qu'on a 871 millions de trésorerie et qu'on a beaucoup d'inégalités dans la situation financière des différents organismes. Nous, État, il y a un moment donné, dans la situation budgétaire qui est la nôtre, il faut quand même qu'on arrive à dépasser cette difficulté. Monsieur le sénateur Blanc, qui vient de changer de place, voilà.
C'est pour que je reste... Non, mais pour que je reste bien réveillée moi-même. Bon. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de coupe sèche? Parce qu'en fait, ce que nous faisons dans ce PLFG, c'est vous donner, au fond, la conclusion de notre année. Vous avez voté un périmètre des dépenses de l'État, qui a été donc le fruit, je vais revenir, d'une CMP. Et, entre guillemets, le gouvernement vous livre, à la fin de l'année, un périmètre des dépenses de l'État qui est ce que vous avez voté plus 300 millions d'euros. Donc, le périmètre, les crédits, les prélèvements, le fonctionnement de l'État, il est exécuté à 300 millions d'euros près, comme vous l'avez souhaité, dans un contexte, effectivement, où je reviendrai, certains étaient présents, d'autres pas. Donc, je ne peux pas dire devant vous, nous avons fait des économies dans votre dos en procédant à des annulations sèches pour, au fond, dépenser moins dans la sphère État que ce qui avait été prévu. Mais la manière dont nous fonctionnons, c'est que nous avons des réserves. Et c'est très sain d'avoir des réserves, parce que ça permet de gérer les aléas. Ça permet, je l'ai souvent dit, que des ministères à petit budget mais à fort aléa, les Outre-mer, soient quand même couverts par des ministères à gros budget mais à petits aléas, éducation nationale. Donc, quand on parle d'annulation, on parle d'annulation de la réserve. Et on annule d'un côté pour dépenser de l'autre. Si, à la fin, nous annulions plus que nous dépensions, alors il y aurait une exécution du périmètre des dépenses de l'État qui serait inférieure à la loi votée, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pourrais vous détailler, monsieur le sénateur, mais donc, dans la réserve, il y a des annulations, 4,2 milliards, qui permettent d'ores et déjà une ouverture de 2,4 milliards. Il y a un delta qui va faire deux choses. Il y aura d'autres ouvertures d'ici à la fin d'année, notamment par les ministères eux-mêmes avec leurs propres réserves. Donc ça, c'est eux-mêmes qui dégèlent, c'est la première chose. Et par ailleurs, il y a des montants qui iront en report. Mais pour le dire autrement, il n'y aura pas de cagnotte. Parce qu'effectivement, ce que vous me dites, c'est vous avez beaucoup de réserves, vous annulez une partie, vous ouvrez une partie, il vous en reste. Qu'est-ce que vous en faites? Je vous assure, il n'y a pas de cagnotte. Simplement que ce qu'on s'engage à faire, c'est que le périmètre des dépenses de l'État soit exécuté le plus proche possible, à 300 millions d'euros près, tel qu'il a été promulgué en février. J'insiste sur ce point parce qu'en 2023 et en 2024, en fait, il y a eu là, pour le coup, dans les équivalents d'exercice, du côté de l'État, alors même que le déficit a beaucoup bougé, sur la partie des dépenses, il y a eu des sous-exécutions. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, il a été dépensé moins que ce que les députés avaient, et les sénateurs, validé. Ce qui n'est pas le cas cette année. C'est pour ça que je suis assez sereine pour vous dire que je vous présente un texte qui est quand même très propre et où on ne fait pas des économies à la toute fin, à la serpette, pour essayer de faire rentrer dans la boîte les choses. Pourquoi en 2023-2024 il a été fait ça? Parce qu'à un moment donné, les recettes étaient très basses. Et donc, côté dépenses, il a été chercher des économies par tous les moyens, mais qui n'ont pas suffi à compenser la baisse des recettes. Mais voilà, monsieur le sénateur, pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de coupe. Nous respectons le périmètre des dépenses d'État. Il y a juste eu des allocations différentes, parce que voilà, prime d'activité et AH sont en hausse de 450 millions pour qu'on finance à la fin d'année. Inversement, effectivement, je vais venir, la mission travail, elle, ne peut pas dépenser toute sa réserve. Je vais y venir, c'est la question suivante, je crois, sur la mission travail. Mais voilà, bon, et je serai tout à fait prête à, en très grande transparence, vous donner le détail. Mais s'il y avait des coupes, ça se verrait, parce qu'à la fin, ça veut dire qu'il y aurait moins dans le périmètre des dépenses de l'État que ce qu'il y a aujourd'hui. Question suivante. Sénateur Savoldelli. Bon, sur les remboursements et dégrèvements, si je lis le détail pour les impôts d'État, vous avez moins de remboursements et de dégrèvements relatifs à la TVA, moins 3,3 milliards. Vous avez moins de remboursements et de dégrèvements relatifs à l'impôt sur le revenu, moins 1,5 milliard. Et vous avez en revanche une hausse des remboursements et dégrèvements relatifs à l'impôt sur les sociétés, plus 1,4 milliard. Donc là aussi, je tiens à votre disposition, je peux vous donner la petite fiche complète, comme vous êtes rapporteur. Là aussi, il n'y a pas d'entourloupe. Il y a juste des impôts sur lesquels il y a plus au fond de crédit d'impôt, ou plus de demandes de remboursement et dégrèvement, et d'autres où il y en a moins. Ça fait un solde qui vous est présenté, mais je vous donnerai la fiche complète. Sur la CMP, bon, moi je suis très mal placée pour vous en parler parce que le gouvernement n'est pas lié ni au règlement des assemblées, ni au mécanisme du tourniquet, ni... Bon. Donc j'allais vous dire, ça c'est un sujet pour votre président et la présidente de l'Assemblée, si vous voulez faire évoluer les compositions et les fonctionnements des CMP. Moi, il se trouve qu'en tant que membre du gouvernement, j'ai pris le texte, comme vous le savez, qui est sorti de la CMP conclusive, qui a été ensuite passé dans les deux assemblées, vote et 49.3
sans amendement, et j'ai considéré que ma feuille de route, c'était de l'appliquer à la lettre, considérant que c'était ça que nous vous devions après des années où une forme de confiance avait été rompue entre les textes et l'exécution. La partie dépenses est tenue, je vous l'ai dit, à 300 millions d'euros près, et la partie recettes est là où elle est, avec effectivement des variations, on y a largement déjà couvert. Sur les crédits de la mission travail, puisqu'il m'a été demandé de les expliciter, donc c'est un budget qui était de 18,9 milliards d'euros pour 2025. Dans tous les budgets, on met en réserve, parce qu'il est sain de mettre en réserve. Comme vous savez, c'est 0,5% des crédits hors de masse salariale et 1,5% hors masse salariale. Ce sont des éléments de mise en réserve que la Cour des comptes... 1,5 hors masse salariale et 5,5, pardon, je me suis trompé. 5,5 hors masse salariale et 0,5 sur le T2, sur la masse salariale. C'est des éléments de mise en réserve qui sont validés par la Cour des comptes. Et d'ailleurs, quand ces mises en réserve ont été au-delà, la Cour des comptes considérait que les budgets n'étaient pas sincères. Donc on met en réserve. Pour la mission travail, c'est 1,3 milliard. Et nous annulons de cette réserve 825. Ça veut dire que la différence, 700 millions, vont être dégelés au profit de la mission travail. Et ça tombe bien parce que c'est utile d'avoir cette réserve parce que vous voyez, c'est une forme de matelas de précaution qui est utile. Une moitié annulée, une moitié qui servira à financer les propres dépenses. Inversement, vous avez des ministères où la réserve ne suffit pas à couvrir les besoins. C'est pour ça que vous annulez dans certains ministères pour en fait rapatrier des fonds vers ces besoins. Et je finirai avec votre question, monsieur le sénateur Pacaud. Moi, j'avais pris comme ligne, vous voyez, un peu de cohérence, le quoi qu'il arrive. On n'a pas beaucoup parlé du quoi qu'il en coûte. Moi, ma ligne, c'était le quoi qu'il arrive. Le quoi qu'il arrive, c'est quoi? C'est de faire exactement, vous voyez, ce qu'on a essayé de faire toute l'année. Mettre en réserve, créer des matelas de précaution, vous rendre compte au mois d'avril, vous rendre compte au mois de juin, vous rendre compte de choses qui n'avaient jamais été présentées comme on l'a fait. C'est-à-dire non seulement tout le détail des recettes et dépenses de l'État, mais aussi des collectivités, mais aussi des hôpitaux, mais aussi la sphère sociale. Tout ce qu'on connaît, je dois vous le dire, a été intégralement partagé lors de ces moments comité d'alerte avec vos rapporteurs, vous m'avez auditionné, etc. Le quoi qu'il arrive, c'est que si ce qu'avait décrit Bruno Le Maire et d'autres de mes prédécesseurs se reproduit, un choc inflationniste, un choc sur les prix de l'énergie, un ralentissement mondial, enfin, bref, ce qu'il a décrit comme étant une conjonction de facteurs assez inédite, eh bien que nous puissions pas à pas, voilà. Si je reprends quand même l'année 2025, et je l'ai noté dans mon téléphone parce qu'on oublie nous-mêmes, et je vais vous le lire, Nous, on n'oublie rien. On oublie nous-mêmes l'année qu'on vient de vivre. En janvier, on était en service voté. Le 15 février, on a donc promulgué le PLF. Le 1er mars, le président Zelensky était à la Maison-Blanche et on a eu des grands doutes sur la capacité à même assurer notre propre défense continentale. Le 2 avril, Donald Trump lançait le Liberation Day et donc de facto quand même des énormes modifications commerciales. Le 13 juin, c'était les premières frappes d'Israël en Iran, avec également beaucoup de distorsions sur les prix, notamment du pétrole. Le 1er juillet, nous avons vécu une canicule exceptionnelle avec des dépenses qui étaient liées. Le 28 juillet, il y a eu la décision de cet accord commercial entre l'Europe et les États-Unis avec Donald Trump et Mme von der Leyen en Écosse. Le 25 août, un Premier ministre a annoncé un vote de confiance sur la construction budgétaire. Je résume ça. Si nous n'avions pas eu cette méthode, si nous n'avions pas eu, je crois, ces points de rendez-vous et de ce quoi qu'il arrive que je vous décris, je pense qu'aujourd'hui, je ne vous présenterai pas un déficit centré à 5,4. Donc, il me semble que dans un monde très incertain, où les événements s'enchaînent à une vitesse, honnêtement, qui trouble aussi nos concitoyens et nous tous, où toutes nos certitudes ou nos convictions ont l'air d'être mises en question successivement, le quoi qu'il arrive, pour la bonne gestion de l'État, c'est ce que je crois que nous avons commencé à faire en 2025 et qui me semble être utile à poursuivre l'an prochain. Merci Madame la Ministre, merci de vos réponses, merci de votre temps. Oui. Sur les collectivités, si votre question était de savoir pourquoi il y avait eu des baisses ou des hausses, je n'ai pas compris complètement votre question, c'est peut-être pour ça que je n'y ai pas complètement répondu. Bien, une façon de retourner. Mais je vais bien vous... C'était sur le fait que l'atterrissage pour 2025 allait être
allait profiter de la moindre dégradation du compte collectivité territoriale. Et ceci étant, au sein de ces collectivités, il y a des collectivités qui, certes, vont bien, il y a des collectivités qui ont annulé des investissements qui permettent à l'État d'avoir une trajectoire mieux-disante parce qu'il y a eu aussi moins de subventions. Mais il y a aussi des collectivités qui vont pas bien du tout. Et je signalais notamment la situation des départements. Tout à fait. Et l'année dernière, au PLFG, nous avions adopté des dispositifs pour soulager les finances des départements. Là, vous ne l'avez pas évoqué. C'était ma question. Sur les collectivités, effectivement, il y a une dynamique de dépenses d'investissement un peu inférieure du fait notamment des régions en particulier. Il y a aussi, à l'inverse, une dynamique de FCTVA très dynamique, encore plus que ce que nous avions estimé au vu des investissements effectivement constatés en 2023 et 2024. Donc, pour le budget de l'État, il y a une partie qui est visuelle, dépenses d'investissement. Il y a une partie qui, elle, se sent dans le budget, qui est le FCTVA très dynamique. Donc, effectivement, il y a eu, sur la dépense de fonctionnement, dans une certaine partie du bloc communal, un peu moins de dépenses. Je pense que les services votés, pour le coup, monsieur le rapporteur général, ont beaucoup joué, parce que les collectivités ont souvent, du coup, adopté ou révisé des budgets beaucoup plus tard dans l'année. Et ensuite, monsieur le sénateur, nous aurons des débats fournis sur, évidemment, les collectivités, leur financement et leur trésorerie, sur la différence entre elles, sur les enjeux de péréquation. C'est un mot, je sais, qui provoque toujours beaucoup d'anticorps, mais parce que, à nouveau, un peu comme sur les CCI, vous le dites vous-même, il y a une très grande disparité de situation. Et vu la situation de finances publiques, il est de ma responsabilité de dire qu'il faut qu'on soit très vigilant. Pour les départements, il y a eu un certain nombre de mécanismes en 2025, notamment de fonds de sauvegarde et de répartition. Donc on est très vigilant. Le Premier ministre se rendra à Albi pour la réunion de l'Association des départements de France en fin de semaine. Et donc nous sommes là aussi très réalistes. Mais je le redis, sur les collectivités, et ce sera évidemment des débats qu'on aura dans les prochains jours, ce qui, moi, me frappe, c'est la très grande diversité de situations et la très grande homogénéité des solutions. Et en fait, à la fin, ça coûte parfois très cher sans vraiment résoudre les situations les plus difficiles. Donc c'est là qu'on a, à mon avis, des choses à ajuster collectivement. Je vous remercie. Bien, merci. Donc je reviens. Je vous remercie, Madame la Ministre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.